Bienvenue dans ce second cours Android, les fondamentaux. Donc ce cours sera divisé en 4 parties. D'abord, on parlera des applications elles-mêmes, comment elles sont structurées. Ensuite, on abordera le fichier manifest, qui est un fichier de configuration très important. Puis, on donnera un exemple d'application Hello World. Et on conclura avec un exercice que vous pouvez effectuer après le cours pour apprendre à maîtriser un peu mieux les outils et la création de vues. Donc tout de suite, la référence à laquelle vous pouvez vous reporter en cas de question, en cas de doute, en cas de recherche d'une fonctionnalité particulière, c'est la documentation. Donc pensez à aller voir à chaque fois que vous avez une question, à chaque fois que vous avez une idée, jetez un coup d'œil à la documentation. Elle est assez complète, il y a beaucoup de choses. C'est le premier endroit où aller regarder quand on a une question en fait. Donc les applications, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est qu'une application Android ? Donc les applications Android, déjà, on les écrit en général en Java. On peut aussi les écrire en C++, mais c'est du natif et c'est plus délicat. Ensuite, une fois qu'on a une application écrite en Java, cette application elle va être compilée et toutes les informations sur l'application, les binaires et la configuration nécessaire pour qu'elle puisse s'exécuter vont être regroupées ensemble sous la forme d'un fichier qui s'appelle un APK. APK pour Android Package, donc c'est-à-dire ça regroupe les fichiers d'une application. Et quand on développe une application Android, en fait, on utilise le SDK pour Software Development Kit, qui est un ensemble de bibliothèques et d'outils pour pouvoir développer des applications Android et les compiler. Donc il faut savoir que les applications Android, c'est des applications qui tournent dans un petit monde à elles. Donc les systèmes Android, c'est des systèmes multi-utilisateurs, comme les systèmes Linux. Il y a un utilisateur par application et un utilisateur n'a le droit de modifier et de lire que certains fichiers très particuliers qui sont les fichiers correspondant à l'application. Donc les applications vivent isolées les unes des autres et elles ne peuvent pas accéder aux fichiers les unes des autres à moins qu'il y ait une interface spéciale mise en place pour accéder à ces fichiers-là. On peut penser par exemple aux fichiers qui sont dans l'espace de stockage, des téléchargements ou la carte SD, etc. Mais à cette exception près, normalement, une application ne peut pas accéder aux fichiers de configuration d'une autre application ou les autres ressources d'une application. Chaque processus, en plus, donc chaque application, tourne dans une sorte de mini-machine virtuelle, un mini-monde, complètement isolé, ce qui apporte plus de sécurité, et ce qui veut dire qu'en cas de crash ou autre, une application n'affectera pas ses voisines. Alors une application, elle va fournir différents composants qui pourront être utilisés. Donc il y a 4 types de composants. Il y a les activités, c'est un composant que vous allez voir souvent, c'est en fait les applications avec une interface graphique où on appuie sur les boutons, etc. Ça, c'est les activités. Une activité correspondra en fait à un écran. Les services, c'est des choses qui s'exécutent souvent en arrière-fond, en tâche de fond. Par exemple, ça peut être la lecture d'un fichier musical ou l'envoi de données sur le réseau ou la réception de données. On a les content providers qui vont servir à récupérer à accéder par exemple à des fichiers ou autres, fournir du contenu en fait à d'autres applications. Et on a les broadcast receivers qui vont réagir à la présence d'un message. Donc on va rentrer plus en détail pour chacun de ces composants. Donc les activités, c'est en gros un écran. Un écran d'une application, c'est une activité. Donc ça peut être lister les emails, afficher le contenu d'un email, un menu de connexion, etc. Ça peut être plein de choses. Une application peut aussi lancer l'activité d'une autre application, ça c'est autorisé. Donc vous pouvez par exemple depuis votre application lancer l'activité appareil photo, et cette application-là prendra la photo, puis vous renverra la photo après. Ça peut être très pratique en fait. Ou on peut aussi lancer les activités de sa propre application, ça revient à passer d'un écran à un autre. En fait, pour faire ça, on lance une autre activité à partir de l'activité principale lancée au début de l'application. Donc pour faire une activité, on fait simplement une classe qui dérive d'Activity et qui implémente certaines fonctions. Les services maintenant. Donc les services, j'ai dit, c'est essentiellement des tâches de fond. C'est extrêmement utile, ça peut être par exemple pour les lecteurs de musique, la tâche qui va lire la musique quand vous n'avez pas l'application musicale ouverte, ça va être en fait un service. Mais par exemple, Facebook Messenger, il a aussi un service qui permet de recevoir les notifications de messages quand vous n'êtes pas dans l'application. Et en fait, toutes les choses qui se font en arrière-plan, c'est des services. Donc pour créer un service soi-même, il suffit de créer une instance d'une classe qui hérite de service. Enfin, on a les content providers, qui sont, si vous voulez, des interfaces pour accéder à des systèmes de fichiers ou à des données sous la forme de systèmes de fichiers.
Donc par exemple, pour accéder à une base de données SQL, pour accéder à des fichiers qui sont stockés sur le cloud, ça peut aussi par exemple servir à accéder aux contacts de l'utilisateur qui sont présentés comme en quelque sorte, un système de fichiers. Donc les content providers, ils sont fournis par les applications pour pouvoir accéder à des données. Et donc si jamais éventuellement vous voulez faire une interface où les gens vont pouvoir accéder aux données de vos applications, vous allez faire un content provider. Mais le plus probable, c'est que vous utilisiez des content providers pour accéder par exemple à la bibliothèque des images disponibles sur le téléphone. Ça peut être ce genre d'utilisation. Donc les content providers, c'est des classes qui héritent de content provider. Ils implémentent sur certaines interfaces. Et un dernier élément, en fait, qui sont les broadcast receivers, qui sont des toutes petites tâches, toutes petites parce qu'elles doivent être légères en fait, qui se chargent simplement d'attendre la réception d'un message et à la réception d'un message de lancer une autre tâche. Donc un broadcast receiver, ça peut réagir à des messages de type batterie faible, mise en veille du téléphone, ou le téléphone vient de prendre une photo, qui sont des interruptions matérielles en fait, ou on peut réagir à des messages émis par d'autres applications. Donc ça peut être émis par une application avec une activité ou simplement par un service d'une application qui est en train de tourner. Donc un broadcast receiver peut réagir à l'un des deux types de messages. Et pour réagir à un message, il va recevoir un message qui sera sous la forme d'une intention. Et une intention, c'est juste en fait une instance de la classe intent. Et pour faire un broadcast receiver, vous auriez deviné, on crée une classe qui hérite de broadcast receiver. Voilà. Donc, comme je disais, une application peut appeler le composant d'une autre application. Une certaine application A peut faire un service qui peut être potentiellement lancé par une application B. Bien sûr, il faut que l'application A autorise ce lancement-là. Ça, on verra après comment le faire. Chaque composant, très important, s'exécute avec l'utilisateur qui correspond à l'application à laquelle il appartient. Donc si j'ai une application A et une application B, si mon application A, qui est par exemple ma super application, et B, qui est l'application appareil photo du téléphone, eh bien si je lance le composant prise de photo de l'application appareil photo, le composant prise de photo, il s'exécute au sein de l'application appareil photo. Donc lui, par exemple, il aura le droit d'utiliser la caméra du téléphone. Mon application à moi, elle peut très bien ne pas avoir le droit d'utiliser l'appareil photo, et c'est pas grave. Si jamais elle peut lancer l'application appareil photo, l'utilisateur après il prend sa photo tranquillou ou il refuse de prendre la photo au choix, et ensuite mon application à moi, elle peut réagir à ça. Aussi, une chose importante, c'est que du coup, cette histoire de composants, ça fait qu'il n'existe pas vraiment de main dans une application. Donc il n'y a pas vraiment un seul endroit dans lequel on va rentrer dans l'application. Il va y avoir un endroit qui sera ouvert quand on lance l'application, quand c'est l'utilisateur qui clique sur l'icône de l'application, et ça c'est vous qui choisissez. Mais vous pouvez aussi donner la possibilité à d'autres applications de lancer certains composants qui sont faits pour réagir à des événements particuliers. Par exemple, imaginons que quelqu'un ait du texte dans une certaine application, qui veut le partager et que vous voulez que votre application réagisse à ce partage-là, vous pouvez. Et vous pouvez ouvrir une activité différente de celle qui sera ouverte quand on lance votre application. Alors, pour gérer tout ça, ces histoires de droits et quels composants on peut lancer ou pas lancer, il y a un fichier de configuration qui est extrêmement important, qui s'appelle le fichier manifeste. Donc le fichier manifeste, qu'est-ce qu'il donne comme information? Donc il liste les permissions que votre application requiert au système d'exploitation pour s'exécuter. Donc par exemple, votre application elle peut dire, bah voilà, moi pour bien fonctionner, j'ai besoin d'avoir l'appareil photo, donc je veux les droits utiliser l'appareil photo. Moi pour bien fonctionner, j'ai besoin de me connecter à Internet, je veux le droit me connecter à Internet. Moi, je suis une application qui gère des données utilisateurs, donc clairement, il faut que j'ai accès aux contacts qui sont stockés dans le téléphone. Voilà, pour ces différentes choses, vous allez écrire dans le fichier manifeste, j'ai besoin de cette fonctionnalité. Et quand l'utilisateur installera votre APK, en allant sur le store ou en le téléchargeant sur votre site, notez que si jamais il le télécharge hors du store, il faudra qu'il autorise l'installation des applications hors du store. Par défaut, c'est désactivé, pour des mesures de sécurité. Donc l'utilisateur, quand il voudra installer votre application, il verra une liste des choses dont votre application demande l'autorisation de faire. Accéder à l'appareil photo, accéder à Internet, etc. Et ça, vous pouvez le voir à chaque fois que vous installez une nouvelle application, vous avez une liste des fonctionnalités que l'application requiert. Donc le fichier manifeste, il va aussi dire quelle est l'API minimale pour que votre application puisse fonctionner. C'est-à-dire en gros, vous allez dire en dessous de telle version d'Android, moi ça ne marchera pas, ça ne sert à rien de l'installer sur le téléphone, ça ne marchera pas, c'est sûr. Je développe que pour les versions à partir de tel numéro. Donc c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait écrire des applications qui marchent avec tout
tout un tas d'applications Android. Vous pouvez écrire aujourd'hui des applications qui marchent avec les versions 16 et 17 de l'API. Et du coup, vous allez gérer tous les téléphones qui ont, alors je sais plus exactement, mais peut-être en tout cas plus de 3 ans, probablement, sans souci. Téléphone et tablette. Donc ça peut être intéressant de regarder jusqu'à quel degré d'ancienneté vous voulez supporter, sachant que les premières versions c'est peine perdue, n'essayez pas. Les versions 1, 2, 3, oubliez. Donc en gros l'idée ça va être jusqu'à quelle version je peux descendre sans que ça change ma façon de coder, sans que ce soit compliqué pour moi. En général, vous n'avez pas besoin des toutes dernières fonctionnalités high-tech des derniers systèmes. Il y a des bibliothèques de compatibilité qui ont été mises en place par Google. Donc de votre côté, normalement, vous n'avez pas grand-chose à faire. Vous dites juste, je veux créer un projet pour telle version et les suivantes. Et normalement, ça se passe bien. Donc ça déclare aussi les bibliothèques que vous utilisez. Donc est-ce que vous voulez utiliser par exemple la bibliothèque Google Maps Library qui sert à incorporer la fenêtre de navigation Google Maps dans votre application et d'autres fonctionnalités fournies par Google Maps. Ça peut être assez pratique si vous en avez besoin. Si par exemple vous avez fait une application basée sur la géolocalisation, ça peut vous être très utile. Ensuite, vous avez la liste des composants de l'application. Et bien sûr, en fait, la liste des composants qui sont appelables depuis une autre application. Vous précisez quel composant sera lancé quand on lance votre application, ce genre de choses. Donc un fichier assez important. Voilà un exemple de manifeste généré quand vous demandez à créer une application Hello World dans l'éditeur Android Studio. Donc vous pouvez voir, suivez le curseur de la souris s'il est sur l'écran, qu'ici on dit que l'activité main activity, donc ça veut dire un fichier Java main activity.class, cette activité-là, c'est celle qui est lancée quand on lance l'application. Donc c'est l'écran qui apparaît quand on lance l'application. Pour avoir plus de détails sur le fichier manifeste, je ne peux que vous recommander chaudement d'aller voir la documentation Android grâce au lien qui était fourni au début et qui sera sûrement présent en commentaire de la vidéo. Donc maintenant vous allez me dire, ok c'est bien beau tout ça, mais concrètement, moi je veux des boutons, du texte et je veux qu'il se passe des choses quand je clique dessus. Comment je fais? Alors bon, on va déjà commencer par les boutons et le texte. On parlera plus tard de comment est-ce que l'on fait pour qu'il se passe quelque chose quand on clique dessus. Donc la construction de l'interface graphique, elle se fait avec des fichiers XML. C'est-à-dire ce genre de contenu là, ce que vous voyez c'est du XML. Et elle se fait à travers un éditeur graphique en fait, si vous voulez. Du coup vous avez le choix entre éditer le XML avec de l'autocomplétion ou directement drag and drop les composants, les déplacer et voir ce qui se passe. Sachant que une bonne façon de faire c'est d'échanger entre les deux vues, de passer d'une à l'autre pour vérifier que tout se passe comme vous le voulez. Alors une bonne pratique quand vous créez une vue graphique, c'est-à-dire le texte et les boutons, etc., le visuel, il ne se passera rien en fait, il y aura les animations de clic de bouton, etc., mais il ne se passera rien au début quand vous faites juste la vue. En fait, il faudra rajouter le code qui fait des choses quand on clique sur les boutons. Mais vous pouvez faire la vue comme ça sans même savoir coder en fait. Grâce à l'éditeur graphique, bien sûr. Donc un conseil que je peux vous donner, c'est d'utiliser les vertical layout, les horizontal layout, et si jamais les deux ne vous suffisent pas, et la plupart du temps ça suffit quand même pour beaucoup d'interfaces, les grid layout. Pourquoi utiliser ces choses-là? Parce que ça permet de placer automatiquement les composants et de redimensionner les composants selon la taille de l'écran du périphérique, ce qui permet d'avoir des interfaces qui marchent à la fois sur tablette et sur téléphone, et même si vous ne visez que le téléphone, sachez que tous les écrans de téléphone n'ont pas la même taille. Donc si vous faites des tailles fixées en pixels, ça va peut-être marcher sur votre téléphone, mais ça ne marchera probablement pas sur un téléphone un peu plus gros ou un peu plus petit. Sur un téléphone plus petit, la moitié des boutons vont sortir de l'écran. Si tu as un téléphone plus gros, on aura un gros cadre blanc qui traîne. D'où l'intérêt d'utiliser des layouts qui vont redimensionner automatiquement les composants pour utiliser correctement l'espace et avoir une apparence qui change, qui s'adapte en fait, selon les différents périphériques. Donc pour savoir si jamais vous voulez que votre composant, par exemple, il fasse pile la taille du texte du bouton ou au contraire qu'il prenne tout l'espace disponible, il y a des réglages qui sont match parent, wrap content. Vous avez aussi quelque chose de très utile qui s'appelle le poids, weight, qui permet en fait de dire genre 2/3 de ma fenêtre va sur ce bouton-là et le tiers qui reste va sur ce bouton-là. Pour ça, vous mettez vos deux boutons dans un layout, vous mettez un poids de 2 sur le premier, un poids de 1 sur le deuxième, et du coup, le premier va se répartir 2/3 et le deuxième va se répartir 1/3. Tout ça, c'est expliqué dans la documentation Android. Je vous laisse aller voir le lien, maintenant que vous savez que ça existe.
Donc les activités, une fois qu'on a créé la vue, c'est-à-dire l'apparence de l'activité, il faut charger cette vue, et donc ça se fait au moyen de quelques lignes de code Java. Donc on crée une classe de type activité. Donc là on a le app compact activity, c'est pour pouvoir tourner sur des vieilles versions d'Android, enfin pas si vieilles que ça, mais un petit peu plus vieilles. Sinon vous avez juste activity, c'est essentiellement la même chose en fait. Et donc là l'activité elle s'appelle main activity, si vous vous souvenez du fichier manifeste, c'est l'activité qui correspond. Et on a une fonction qui est onCreate et qui est appelée quand on crée l'activité, quand en fait l'écran se crée. Et cette fonction, elle fait rien à part faire suivre les informations à la classe activity web compact activity, mais ça on fait toujours ça, c'est normal. Mais elle ne fait rien à part charger en fait le fichier XML qui s'appelle activity main. Ce fichier XML là qu'on a vu quelques secondes plus tôt, je vais revenir en arrière. Hop, je reviens. Eh bien, il est chargé avec cette content view. Donc c'est tout ce que fait cette fonction. Voilà, donc des petits commentaires sur la structure des répertoires des fichiers d'une application Android. Vous avez le dossier source, vous avez en fait tout ce qui correspond à votre application. Le dossier lib, vous avez les bibliothèques que vous utilisez. Et le dossier build, c'est là où vont être stockés les fichiers compilés, les APK, tout ça. Donc dans le dossier source, en fait, c'est vraiment tout ce que vous avez codé source. Coder vos ressources, les images et tout. Donc vous avez une structure sous forme de package. Donc les activités elles sont ici dans le dossier Java, c'est les fichiers .class, les fichiers de code Java. Les visuels des activités souvent sont stockés dans res pour ressources, layout pour layout. C'est là que vous aurez les vues XML. Dans drawable, vous mettrez vos petites icônes ou images ou etc. ressources que vous voulez graphiques que vous voulez pouvoir afficher. Dans value, vous allez pouvoir mettre des fichiers des fichiers contenant en fait par exemple des valeurs ou des chaînes de caractères qui sont stockés dans des fichiers XML si j'ai bonne mémoire. Et l'avantage en fait c'est de pouvoir par exemple changer selon la langue et faire des traductions de vos applications facilement. Voilà, et d'autres dossiers pour le reste, vous pouvez regarder sur la documentation. Je vous ai donné vraiment les éléments clés qui sont vachement utiles. Voilà, donc j'ai beaucoup parlé dans ce cours, surtout j'ai fait beaucoup de blabla dans le premier cours. Donc maintenant, je vous propose tout de suite de commencer à coder. Si vous avez Android Studio installé, normalement ça devrait être le cas si vous avez suivi le premier cours. Vous avez juste à vous rendre sur le lien qui est en bas et vous avez un magnifique tutoriel pour apprendre à construire une interface graphique de A à Z. C'est la documentation officielle Android, c'est un tuto officiel, bon bien sûr c'est en anglais, ça va de soi, la plupart des ressources sont en anglais. Si vous ne parlez pas anglais, c'est le moment de sortir le dictionnaire en ligne. Je peux vous recommander Word Référence, qui est pas mal pour ça. Et de lire petit à petit, vous verrez, c'est un anglais relativement simple. Il y a un vocabulaire qui n'est pas très fourni. Une fois qu'on a fait le tour, une fois qu'on a suivi un ou deux tutos, on a fait le tour et on codait tous les mots-clés, on est après capable de lire beaucoup de documentation en anglais, ça c'est extrêmement utile. Si vous parlez déjà anglais, eh bien c'est nickel, allez-y. Et je vous laisse vous amuser avec ce tuto, vous allez voir, vous allez pouvoir placer un peu les boutons comme vous voulez, faire des petits trucs sympas, tout cool, tout ça. Et je pense que vous amuserez bien. Et si vous avez déjà une idée d'application en tête, ce sera le moment de la commencer. Sur ce, je vous invite à liker la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi souscrire à la chaîne pour recevoir les notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous laisse aller vous amuser avec Android Studio. Et je vous dis à la prochaine.